Bonjour, bienvenue dans 99, l'émission qui est beaucoup plus qu'une émission, puisque c'est un énorme projet qui va voir le jour dans toute sa splendeur en début d'année prochaine, avec des ateliers d'écriture qui ont déjà démarré, vous pouvez vous inscrire un peu partout en France, une maison d'édition qui accélérera, une maison d'auto-édition participative qui va voir le jour en début d'année prochaine, pour que 99% des gens de notre pays puissent s'exprimer. Mais comme on est avant Noël, juste avant Noël, on a décidé de vous faire une émission exceptionnelle avec des princes des mots. Il y a des grognons qui pensent que la littérature, c'était mieux avant. Eh bien, pas du tout. C'est aujourd'hui que ça se passe. Vous allez découvrir, si vous ne les connaissez pas déjà, 3 immenses princes des mots, 3 immenses poètes, 3 auteurs d'exception. C'est pour moi un honneur de vous les présenter aujourd'hui. Bonjour les vivants, bienvenue chez des très très grands vivants. Juste avant le démarrage de l'émission, un d'entre eux, je vais vous les présenter tous les 3, l'un d'entre eux disait ils sont assez rares les gens qui sont vivants de leur vivant. Eh bien les 3 qu'on invite aujourd'hui, je vais vous les présenter, sont des vrais grands vivants. C'est-à-dire des gens qui me font penser à tous les grands poètes qui, lorsque j'étais gamin, me faisaient rêver. Et j'ai le souvenir d'une émission qui m'avait fait rêver où on voyait Brel avec Léo Ferré, avec Brassens. Et je m'étais dit, juste, c'est pas des chanteurs, c'est des vivants. C'est des types qui courent le risque d'exister sans aucune ceinture de sécurité. Et nos 3 invités aujourd'hui, Gringe, pour son livre ahurissant « Ensemble, on aboie en silence », Souleymane Diamanka, Jean-Michel Audoil pour « Bleu silence ». Ce sont 3 grands poètes et 3 personnes que j'ai l'honneur de recevoir. Je dis bien l'honneur. Parfois, il y a des émissions qui font honneur à la littérature, eux font honneur aux mots. C'est une émission qui est consacrée aux mots eux-mêmes. Juste avant Noël, on a décidé d'inviter 3 princes. Des vrais princes des mots, des dingues. Juste avant le début de l'émission, je leur ai dit, vous pouvez intervenir quand vous voulez, on va rentrer dans un espace poétique. On va parler d'écriture, de lecture avec vous, avec un libraire ahurissant, et puis ensuite, on va parler d'écriture même, des ateliers d'écriture et de ce qu'on apprend à travers les ateliers d'écriture qui ont démarré chez Cultura. Vous pouvez aller sur le site pour vous inscrire. On va parler cuisine, on va parler boulot, boulot ou plutôt folie. Et à la fin de cette émission, il y aura un moment de musique anormale que vous nous donnerez avec quelqu'un qui est exceptionnel, que vous avez fait venir, qui est un très jeune violoncelliste, qui est un virtuose. Merci d'avoir accepté de venir comme ça. Merci. Alors, on va parler tout de suite de ce recueil, Souleymane. Habitant de nulle part, originaire de partout, j'ai été bouleversé. Quand je dis bouleversé, c'est que ça a profondément modifié quelque chose chez moi. Je fais partie de tous les gens qui ont passé des années chez les psys et à essayer de me séparer de mes parents, de me séparer de l'histoire de ma famille. Et tout à coup, à travers ce recueil de poésie, vous allez nous expliquer comment, vous reprenez la parole de vos ancêtres, l'oralité de l'Afrique de l'Ouest, alors que vous êtes bordelais, et vous les laissez rentrer dans votre imaginaire, vous laissez rentrer des mots qui ont traversé les déserts, qui ont vaincu les océans, qui ont un souffle inouï, et vous nous apprenez, et c'est ça qui, moi, m'a profondément bouleversé dans ma vie, vous nous apprenez qu'on vit mieux en faisant la paix avec la parole de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire que vous faites l'inverse de la psychanalyse et vous le faites par la poésie, c'est-à-dire par une puissance d'émotion incroyable. Et avant que l'on parle du contenu, je voudrais juste lire pour que les gens se rendent compte à quel niveau ils placent le mot poésie. Juste les titres. Tout d'abord, vous dites, il n'y a pas d'avant-propos, il y a un avant-dire dans le livre. J'ai adoré ça. Ensuite, l'hiver peule, les poètes se cachent pour écrire, l'art ignare, marchand de cendres, l'automne des blocs-notes, papillons en papier, le chagrin des anges, à la vitesse de la rivière, la révolte des poètes, chevaux interprétant leur propre liberté.
fait de beaux rêves, la montagne aux archives, être humain autrement. Et ce qui, moi, m'a bouleversé, c'est que cette façon que vous proposez d'être humain autrement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Être humain autrement, c'est regarder nos différences comme des complémentarités, en fait. Et j'ai écrit ça à l'époque, je travaillais avec un poète d'origine polonaise qui s'appelle John Mitko. Et ensemble, on a écrit un recueil qui s'appelle « J'écris en français dans une langue étrangère ». Et c'était... Même le titre est extraordinaire. J'écris en français dans une langue étrangère. Et c'est un peu vrai. Parce que lui est d'origine polonaise, moi j'étais d'origine peul. Et ce qui nous a rassemblés, c'est que chacun d'entre nous, on écrivait dans notre langue maternelle. Et on a vu même que la langue polonaise et la langue peul étaient proches. Il y a un mot qui se dit pareil en polonais et en peul, c'est le mot leki, qui veut dire médicament. Et on l'a trouvé en faisant du verlan en français, quoi. Parce que j'aime beaucoup la technique autour des mots. C'est vraiment, je suis un geek des mots. Et je m'amusais à faire des rimes auto-reverse. Par exemple, si je dis « Je me donne les moyens de pouvoir faire ce que je veux, veux-je que se faire pouvoir des moyens les donne-me je ?» Et John, quand il a entendu ça, il a essayé de le faire avec la phrase « Qui est le meilleur ami des mots ?» Il l'a mise à l'envers, ça faisait « Mots des amis meilleurs les qui ?» Et on s'est arrêté en disant « Mais les qui, ça veut dire un truc dans ma langue ?» Et lui m'a dit la même chose. Et être humain autrement, c'est ça. Tellement on est différent, on se ressemble, quoi. C'est quoi cette authenticité anormale qui circule dans ces textes? Est-ce que ça remonte à la tradition orale? Est-ce que les gens étaient comme ça? Oui. Sans être poète, sans être griot, mon père, il avait quelque chose avec les mots. Il arrivait à dire les émotions très, très précisément, ses pensées aussi. Et quand on a des mots proches de notre pensée, les gens nous comprennent mieux. Et quand les gens nous comprennent mieux, c'est plus facile de nous aimer. Et il nous a un peu transmis ça, quoi. Que les mots sont très importants et que il me mettait même en garde par rapport aux mots que je prononce. Il me disait, tu vas devenir les mots que tu prononces le plus souvent. Donc, faire attention à ça. Quel mot vous prononcez très souvent? Depuis petit, c'est le mot poésie, quoi. Et j'ai eu la chance aussi à l'école primaire en CE2. J'avais un instituteur bordelais, Monsieur Boudou, Dominique Boudou, qui était poète et qui nous a transmis un peu sa passion. Et une fois, je lui ai demandé, mais Monsieur Boudou, c'est quoi la différence entre une rédaction et une poésie? Il m'a dit, je te donne un exemple, tu prends une émotion comme la tristesse, dans une rédaction, tu vas dire « je suis triste » et c'est banal. Si tu dis la même chose dans un poème, tu vas dire, par exemple, « je suis traversé par un orage de chagrin ». Et il m'a demandé, tu vois la différence entre « je suis triste » et « je suis traversé par un orage de chagrin ». Et j'avais 6 ou 7 ans et j'ai compris cette différence-là. Et c'était déjà mon langage, en fait. J'étais un gamin assez lent. Et les mots, les métaphores, tout ça, les mots de l'éducation. Parce qu'une maman, quand elle éduque son enfant qui commence à avoir ses premiers mots, pour qu'il comprenne le monde qui l'entoure, elle est obligée de faire des métaphores, des comparaisons, des hyperboles. Et c'est déjà de la poésie, quoi. Et j'essaie de garder un peu cette naïveté. Et à qui s'adresse la poésie de votre livre? Elle s'adresse à mes parents d'abord, parce que comme quand ils sont venus en France, ils ne savaient pas lire et écrire. Des gamins, je m'étais promis d'écrire un livre avec leurs mots à l'intérieur et leur offrir, quoi. Donc c'est déjà ça. Parce que toute mon éducation, c'était des proverbes, des dictons, des aphorismes. Et j'étais persuadé que si je connaissais tous les proverbes par cœur, je m'en sortirais dans la vie, je serais une belle personne. Et du coup, ils nous ont harcelés de proverbes, quoi, pour qu'on s'en souvienne et parler directement à notre subconscient. Et on est 6 enfants, et les 6, on est en équilibre sur les 2 cultures. Ils nous ont pas demandé de choisir, ils voulaient vraiment qu'on soit bordelais, mais qu'on soit peul aussi, quoi. Et du coup, ils ont mis au monde des peuls bordelais. On a trouvé un équilibre là-dedans. Et vous, Gringe, quels sont les mots que vous prononcez le plus souvent? C'est-à-dire les mots qui... En ce moment, Prozac, beaucoup. Les mots que je prononce le plus souvent, je sais pas. Je pense dans des mots en rapport au temps. J'ai une notion... en tout cas, j'ai un rapport au temps assez particulier. C'est toujours hyper abstrait pour moi. Je me crée ma propre ligne de temps. Donc, je suis beaucoup là-dessus, je pense. Cherchant lexical du temps, quand je sais pas, j'en parle... Quand mes potes ou les gens qui essaient de me tirer de chez moi, par exemple. Et vous? Peut-être qu'en ce moment, entre le mot écriture et littérature et surtout littérature. Parce que
En ce moment, j'écris et je sais ce que c'est aussi qu'être corrigé par une correctrice. Et elle me corrige Qui beaucoup. vous traumatise. Elle me traumatise. Et donc, écriture, littérature, oui, ça me parle. Oui. On va parler de votre livre Bleu Silence, l'histoire bouleversante d'une enfant qui devra prendre la parole pour survivre. Et je voudrais, là encore, je vais le faire parce que c'est pour moi très important que tout le monde sente bien la texture de leurs mots. Ce sont des princes des mots. Donc, enfin, vous l'avez entendu lorsque Souleymane parlait. Et donc, ce livre commence comme ça. Je m'appelle Michaël Pou. J'ai 10 ans et demi et autour de moi, tout le monde s'affole parce que je ne parle pas. J'ai vu des tas de médecins avec des spécialités bizarroïdes. Plein de bouches qui ont articulé à ma place, qui ont cru un instant me guérir et trouver les mystérieux secrets qui se cachent au fond de moi. Maman et papa ont fait des kilomètres et des kilomètres pour m'emmener voir des docteurs, certains très sérieux, d'autres interloqués. J'aime bien le mot interloqué. De toute façon, j'aime les mots en général. Je les retiens par cœur, je les guette et ils s'assemblent dans ma tête, ils forment une grande famille qui me tient chaud. Mais voilà, le gros problème, c'est que ces phrases, ces syllabes, hibernent depuis ma naissance. Elles acceptent la fatalité du silence. C'est comme si une main invisible se mettait devant ma bouche et les empêchait d'exister. Peu à peu, mes parents en ont eu marre de chercher l'explication. On a vu de moins en moins de spécialistes qui faisaient des grimaces pour me faire accoucher de mon silence. C'est quoi cette histoire? Et après, on va fouiller le fond du bouquin. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est une jeune fille de 10 ans, hein, on le voit dans l'Incipit, qui s'appelle Michaela, que tout le monde appelle Mick, qui, en fait... Bleu silence. Hein. Bleu silence. Ouais. Elle observe le monde avec ses yeux d'enfant et elle observe le silence. Elle observe son propre silence, elle observe l'agitation en revanche des autres. C'est un roman sur l'introspection, sur bien sûr les mots qu'elle révère, qu'elle vénère, parce qu'elle a un grand-père qui lui inculque l'amour des mots. Mais elle ne parle pas parce qu'en fait, il y a un père qui s'appelle Frank Pou. J'ai pris le mot Pou parce que je trouve que c'était assez brutal. Ce père ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas écrire. Et la seule façon qu'il a d'exister, c'est par la violence. Et c'est quoi le vrai sujet? Le vrai sujet, c'est... Caché derrière l'histoire. Le vrai sujet, puisqu'on parlait de sujet, de l'intrigue, c'est vraiment... alors je vais dire peut-être un poncif, c'est que les mots... MOTS seront toujours plus forts que les mots MAUX. Et que quand Franck aura disparu, l'art et la culture et les mots seront toujours et qu'il plus est forts. possible de les trouver. Ils existent, vous voyez, dans le roman. En fait, Michaela, elle est vraiment amoureuse des mots. Elle cherche, comme tu le disais, le mot le plus juste, le plus précis, le plus idoine, approprié. Et dès le début du livre, je dis, interloquer, ça l'interloque. Parce qu'il y a une profondeur dans les mots, dans la recherche des mots en permanence. Et d'ailleurs, il y a des scènes dans le roman où elle se met sur l'épaule de son grand-père. Son grand-père, il aime bien ouvrir le dictionnaire Tumouche. J'appelle le dictionnaire Tumouche parce que... Il y a un perroquet aussi. Oui, il y a le perroquet qui parle aussi. Mais alors, elle aime bien être contre son grand-père. Elle regarde les mots. Il fait des mots fléchés. Et alors, il trouve des nouveaux mots, des jolis mots. Et il autorise à écrire des petits mots sur un petit répertoire comme ça. Et elle les fait galoper sur la phrase. Par exemple, dans le roman, j'explique qu'il y a le mot alambiqué qu'elle découvre et elle a l'impression que c'est un petit biquet qui court sur une page comme ça. Et c'est l'amour des mots, en fait, le vrai sujet. L'amour, les mots qui vont sûrement la sauver. Et ce qui est ahurissant, c'est que dans le corps du texte, par moment, vous hésitez. Elle finit par... Elle trouve le bon mot. Elle se pose des questions sur... Oui, alors c'est une narration interne parce que j'ai quand même écrit un livre sur une jeune fille qui ne parlait pas. Oui. Donc c'est quand même dur d'écrire un livre sur une jeune fille qui ne dit rien. Avec le rêve de faire un bouquin sur le silence qui ferait du bouquin. C'est la genèse du livre. En fait, ce livre, je l'ai écrit parce que je suis comme Souleymane, j'aime vraiment les aphorismes. Et j'avais pensé à cette phrase une fois. Un jour, j'écrirai un livre sur le silence qui fera beaucoup de bruit. Je suis parti de là. Voilà. Et puis j'ai commencé à écrire. Je m'appelle Michaël Pou, j'ai 10 ans. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire de tout ça?
Est-ce que je vais faire du bruit avec ce livre? Et en fait, les personnages sont arrivés peu à peu, et cette histoire de violence conjugale, et du grand-père, de tout un champ d'expression est arrivé. Et puis il y a le perroquet aussi qui essaye de mettre un peu de joie dans un roman qui est un peu lourd, un peu dramatique, puisque les deux thématiques sont le mutisme et la violence conjugale. Alors, mais le perroquet, blabla, il sauve un petit peu la mise parce qu'il parle parfois à la place de Michaela, et c'est son vrai copain avec qui elle peut discuter en catimini, parce qu'elle se dit, il va pas répéter ce que je dis. Quoique. Mais je le dis à tout le monde, c'est jubilatoire. C'est absolument jubilatoire, parce qu'à chaque fois que cette fille qui parle pas trouve le bon mot, il y a une jubilation. Ah oui. Il y a une espèce de déflagration d'énergie. Et au début, on se dit, tiens, c'est peut-être un peu triste, cette fille qui parle pas. Truc. Pas du tout. Je veux dire, ça pète de vie. Il faut que ça soit optimiste, positif. À des moments, elle se pose des questions sur les expressions en elles-mêmes. Mettre la puce à l'oreille. Elle se dit, mettre la puce à l'oreille, déjà que moi, une puce, comment on peut mettre une puce dans une oreille? Enfin voilà, elle se pose des questions tout le temps sur le langage et les mots. C'est un livre qui libère. J'espère qu'il libère la parole. Et je trouve que c'est un sublime bouquin, roman à offrir à quelqu'un à qui on a du mal à parler. C'était l'histoire de faire comprendre, j'ai des choses à te dire, mais je suis un peu mutique, mais je ne sais pas si je trouverai le bon mot, parce que c'est un roman sur le bon mot à trouver, sur la parole juste, et c'est un roman qui est traversé par une dimension poétique stupéfiante. Et alors, j'en profite parce que dans l'axe, juste derrière, je vois quelqu'un de chez Cultura. Et regardez, cette émission, elle a lieu dans un magasin Cultura. En principe, ils vendent des bouquins, on est dans une librairie, machin. Mais en fait, en réalité, pourquoi est-ce que je travaille avec eux, moi? Parce que c'est une bande de fous furieux qui sortent de leur rôle. Ils pourraient se contenter de vendre des livres, hein. Et tout à coup, ils se sont dit, vous allez voir pourquoi on parlera d'ateliers d'écriture, ils se sont dit, comment on va accompagner nos territoires pour que les gens puissent s'exprimer? Et celui qui est derrière, c'est le monsieur livre chez Cultura, Eric. Qu'est-ce qu'il a fait il y a quelques années? Il a vu que votre livre, dans sa première version qui s'appelait Bouche cousue, Tout à fait. que ça cartonnait en auto-édition. Et il voyait que le passage vers une maison d'édition classique ne se faisait pas. Il vous a envoyé un mail. Ah oui. Il a pris parti. Il n'est pas payé pour ça. Je veux dire, simplement, c'est un dingue de livres. Donc, il a utilisé sa force pour trouver une maison d'édition, pour que ça avance. Oui. Et en fait, ce que j'aime, c'est que chacun d'entre vous, comme à peu près tous les fous furieux qui sont autour, sont des gens qui ne restent pas dans leur rôle. À partir du moment où votre héroïne, elle trouve le bon mot, elle se permet, elle ne reste pas dans son rôle de muette. Tout à fait. Et vous écrivez un livre sur l'éloquence, sur la possibilité de dire. Et Eric a trouvé le mot juste à m'envoyer un mail, je pense aussi. Oui. Sinon, je serai encore en auto-édition. Oui, mais je vais vous dire maintenant pourquoi est-ce que je vous dis. Parce qu'en général, on ne dit pas le off des choses. Parce que je vais me tourner maintenant vers Gringe, qui signe ce livre ahurissant. Ensemble, on aboie en silence. C'est un livre d'une liberté phénoménale. Quand je dis une liberté, normalement, dans un roman ou dans un texte, on écrit le on n'écrit pas le off. On ne déborde pas. C'est une explosion de liberté, et on parlera du sujet de fond. On va parler un peu de l'apparence du livre, c'est-à-dire du récit, mais en réalité, il y a une proposition de vie qu'on va évoquer à travers le livre. Je voudrais juste, pour être encore plus éloquent, lire le début de votre livre. Il commence par parler du fric. Combien on lui a proposé pour faire le bouquin? Je veux dire, il n'y a pas un bouquin qui démarre comme ça. Il dit, on vous propose une avance de 10K. Comme ça, sans avoir rien lu. Mais moi qui sentais ma bonne étoile se faire la malle depuis un moment, je ne pense plus à rien sauf bénéfice. Poser un orteil chez les dramaturges, ce serait nous assurer des rentes faciles, mettre à profit les talents d'écriture de mon frère sans trop me fouler. Et la possibilité de réitérer l'expérience à volonté, ensemble ou séparément, si tant est qu'elle soit convaincante à l'arrivée. Boulot facile, argent rapide. Banco, je dis. Oui, Banco, j'appelle mon frère, parce qu'on lui propose d'écrire, vous allez comprendre pourquoi, un livre avec son frère. Allô Thibault, devine quoi, une maison d'édition propose de nous filer des thunes pour qu'on raconte nos vies. T'as toujours les textes que t'as écrits sur l'HP? Il répond pas, 3 petits points. Vous allez comprendre pourquoi il répond pas, le frère. Thibault? Oui, mais non, j'ai rien décoffré depuis 3 ans, et surtout, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous et de nos vies? La littérature, c'est sérieux, et puis j'ai pas envie de vivre l'intrusion. À ce moment précis,
Je me souviens m'être dit que s'asseoir sur 10 000 € pourrait endommager n'importe quel cul. Qu'il fût assis sur un Louis XIII ou sur une chaise pliante. Je ne suis pas royaliste, mais pas question de retourner faire du camping. J'ai un train dans 40 minutes, je viens de voir. Et le bouquin démarre. Ah, quel début. Donc, pas question de s'asseoir sur 10 000 boules. Il n'y a pas toujours eu 10 000 boules. Donc, pas question de s'asseoir dessus. Alors, il y a bientôt plus les 10 000 boules. Donc, vous allez voir votre frère et démarre ce livre qui, l'histoire, c'est quoi? Et puis après, on va parler du dur qui est au fond. Voilà, le postulat de départ, c'est une fausse piste. C'est complètement volontaire de ma part. Ça m'amusait de donner l'image envoyer l'image du grand frère un peu vénal et opportuniste qui allait vouloir se servir des talents d'écriture de son frangin pour faire un peu de thunes, quoi. Et donc, accessoirement, c'est un livre d'une poésie fulgurante, voilà, qui démarre par une histoire de fric. Qui démarre par une histoire de fric. Oui, c'est vraiment une fausse piste. Parce que le but du jeu, c'est de convaincre mon petit frère de s'embarquer avec moi dans un projet d'écriture qui tournerait autour de la fratrie, de notre relation de frangins tous les deux, et de sa schizophrénie à lui, parce qu'il est schizophrène depuis qu'il a 20 piges. Mais que je sais pertinemment et dès le départ qu'il va me dire non, parce que c'est vraiment, de par sa nature, c'est un petit mec introverti, qui vit sa schizophrénie de manière hyper introvertie. C'est pas de toute façon une pathologie qu'on exprime, ou qui permet ça, l'expression. Et parce qu'on son rapport à l'écriture, parce que c'est un petit mec qui écrit aussi depuis très longtemps, et hyper intime, mais qu'il est trop pudique pour me partager certains de ses textes, et accepter de s'embarquer avec moi sur l'écriture d'un projet. Donc je sais que je vais me confronter à un mur d'entrée de jeu, et ça m'amuse, moi, de brouiller après toutes les pistes d'entrée. Voilà. Je veux dire, j'ai un petit frangin qui refuse d'emblée, moi qui suis là pour essayer de monnayer ses talents, et parce que justement, derrière, on s'embarque dans une aventure à deux et qui va accepter petit à petit. Et il y a une émotion et un amour fulgurant, quoi, entre vous. Ouais, depuis toujours. C'est fusionnel, c'est... Qui filtre. Ouais, et puis dans tout le bouquin. Davantage encore depuis sa pathologie, quoi. Il y a un truc qui nous a vachement rapprochés, et que j'ai été un des seuls, un des rares privilégiés autour de lui à qui il a accepté, à qui il a ouvert une porte, quoi, pour pénétrer dans son monde intérieur hyper complexe et hyper opaque. Alors, moi, ce qui m'a le plus bouleversé dans le livre, parce que qu'on soit intéressé ou pas par l'apparence du livre, c'est le fond. C'est que Gringe, dans ce livre, propose de vivre frontalement, sans rien planquer, avec une sauvagerie, une émotion. Pour moi, le grand sujet, c'est la possibilité de vivre comme ça. Ouais, complètement. Et c'est fulgurant. C'est fulgurant parce que qu'on ait ou pas un frère schizo, qu'on ait... au-delà du récit apparent, si j'ai tourné les pages avec une fièvre comme ça, c'est que je me suis dit, ce dingue n'a plus peur de vivre. Il est passé par l'épreuve du feu. Mais je pense que c'est ça, le point de départ à un moment donné, ce qui fait tomber toutes les barrières, ce qui fait que on se refuse plus rien, en tout cas, on se refuse encore moins le droit de vivre, quoi. C'est qu'on a vécu des épreuves, on est passé par des épreuves traumatisantes, parce qu'on parle vraiment concernant mon frangin, de la peur de mourir, quoi. Il a plus de vie qu'un chat. C'est un mec qui s'est foutu en danger de mort des dizaines et des dizaines de fois. Et de la manière dont ça ricoche sur l'entourage, il y a un moment donné, quand on vit quelque chose de dur, j'avais besoin, et puis lui qui vit une pathologie hyper taboue et quelque chose qu'on tente de dissimuler entre les murs des hôpitaux, qu'on cachetonne à coups de médoc, il fallait que j'en parle de manière hyper urgente, et il fallait que j'en parle sans artifice, quoi. Il fallait que j'aille au fond du... Et c'est pour ça que je voulais un bouquin frontal, que je voulais une écriture hyper orale, et essayer de transposer ce que j'avais en tête, de faire avec précision. Parce que sans rien vous refuser. Tout à l'heure, être précis sur le... Ouais, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la manière dont tes parents te disaient, qu'on se définissait par les mots qu'on choisissait. Moi, j'ai envie d'écrire comme je parle, d'essayer d'écrire comme je parle, et mon petit frère le fait aussi, quoi. Et sans rien se refuser, sur le plan émotionnel. Non.
Non, on a trop vécu justement bridé, en tassant nos émotions, les planquant aux autres, de peur d'être jugé. Je parle pour mon frangin aussi, quoi. Donc à un moment donné, je sais que ce qui va lui faire du bien, et ce qu'il refuse, c'est pour ça qu'il refuse de s'engager avec moi au début, hein, c'est qu'il a peur que je parle de sa pathologie, qu'on le définisse par sa pathologie. J'ai dit, attends, je vais arracher le pansement d'un coup, on va parler de ta pathologie. Toi, tu vas en parler. Moi, je l'ai interviewé avant le premier confinement, sur ses voyages, qui sont pour moi un biais pour comprendre, pour approcher sa pathologie au plus proche, quoi. Et moi, j'ai tenté de retranscrire alors, à la première personne, en utilisant sa voix, ses voyages, où il a ses premières visions, ses premières hallucinations auditives, visuelles, ses premières rencontres mystiques et réelles. Et je me disais, je vais laisser la parole à mon frangin. Alors, moi, je vais servir de scribe, mais je vais lui laisser la parole, quoi. Et pour parler de sa pathologie, mais je vais l'aider à lui arracher son pansement, quoi. Et de faire en sorte que ces maladies qui sont mal vues, qui sont jugées, qui sont flippantes pour les gens, ne le soient pas. Parce que c'est des petits mecs et des petites meufs hypersensibles et d'une rare complexité, quoi. Alors, c'est très... La liberté que vous prenez dans ce partage d'émotions, c'est extrêmement rassembleur. C'est-à-dire, on est avec vous. On est tout simplement avec vous. On va vous retrouver dans quelques instants. Vous allez faire une lecture au milieu du magasin d'un truc ultra intime. Et j'attends ça avec jubilation. Voilà. Parce que même si c'est souffrant, putain, c'est la vie. On met les doigts dans les prises de la vie. Gringe, ensemble, on aboie en silence. Et maintenant, Thomas, est-ce que tu peux lancer le jingle Littéradar tout de suite? Et je me tourne vers Philippe, qui est un des libraires de ce magasin Cultura, qui est également un animateur des ateliers d'écriture, on va en parler. On a demandé à Philippe de choisir un livre et de rendre ce bouquin obligatoire en lecture pour tout le monde. Voilà, de rendre tout le monde cinglé de ce livre. Ça a été très dur, parce qu'il n'arrivait pas à choisir. Ça a été extrêmement dur. Pour les besoins de l'émission, on s'est dit on peut pas mettre en avant 50 bouquins. Donc, mais il était comme un dingue. Comme un dingue. Donc on a fini par arracher un titre. C'est lequel? Et sachant que vous êtes tous les libraires en train de le lire ici, Tout à fait. parce que vous avez l'intention de faire une fête avec ce livre. Tout à fait. Mais tout simplement, on a choisi Dune de Frank Herbert. On a décidé de le lire après le tambour médiatique de ce film. Et pourquoi est-ce que je le présente alors que je ne l'ai pas fini? C'est un livre que je n'ai pas fini, mais je suis sûr et certain que je vais adorer jusqu'à la fin. C'est absolument génial. C'est une histoire qui nous touche encore plus dans la vie de tous les jours, avec l'écologie, les figures messianiques, etc., politiques presque. Donc ça parle tout simplement de Paul Atreides qui débarque sur Dune, une planète très particulière où il y a l'épice de préscience qui permet de voyager dans l'espace. Et Paul se trouve comme s'il était chez lui. Il a l'impression d'avoir toujours vécu sur Dune. Et son père, qui est le duc Leto, va devoir administrer cette planète. Problème, les Harkonnen, qui sont leurs ennemis politiques, qui sont issus d'une famille rivale, vont leur mettre des bâtons dans les roues. Donc dès le départ, on comprend que tout va mal se passer. Hein, c'est clair et net. Paul a des visions dès la page 30. On comprend que il va y avoir du dégât. À partir de là, nous, lecteurs, on est embarqués parce que Herbert utilise un point de vue omniscient, c'est-à-dire qu'on passe des pensées d'un personnage à l'autre. Et c'est très fort parce que c'est une tragédie. Et donc on comprend tragédie dans le sens grec, hein, c'est-à-dire on voit vraiment déjà la fin dès le début.
Les retours des lecteurs en magasin, ils disent quoi? Ils disent que c'est génial. C'est vraiment, là, on a fait une très très belle pile de Dune parce que on est tous fans. On est absolument fans. Là, on est à plus de la moitié du livre. On a envie d'en parler, d'en faire une conférence. Voilà. Moi, ce qui m'enchante, c'est que tous les libraires d'un énorme Cultura soient comme des dingues en train de se défoncer avec un auteur. Voilà, ça m'enchante. Et maintenant, on va passer à ce que j'attendais. Je rappelle qu'à la fin de l'émission, vous donnerez tous les deux un moment très particulier que j'attends. Et j'attendais aussi cette lecture de Gringe qui nous fait l'honneur de nous donner tout de suite. Accoster en douceur. Alors c'est demain la grande sortie. Merde à mon histoire, merde à notre fraternité et merde aux lecteurs de fortune. Et contre toute attente, que la chance souriante reste nôtre. Justement, est-ce que tu as un message à leur adresser à ces lecteurs de fortune? Dis-leur que je n'existe pas, que Gringe s'est inventé un frère imaginaire, que les voix qu'il explique sont celles du chanteur qu'il est lorsqu'il ne chante pas. Sûr qu'un jour, si je perdais le sens de l'humour, je pourrais toujours compter sur lui pour m'indiquer la bonne direction. Une année longue comme une guerre sanitaire a passé depuis la sortie de notre livre. Pourtant, rien n'a changé pour Thibaut. Tout au sud de la France, replié dans sa tranchée sétoise, il m'explique que la distanciation sociale n'a pas vraiment fait entrave à son mode de vie. 15 années de gestes barrières imposés par la psychiatrie, la privation des libertés, je connais. Le seul truc qui m'a fait chier, c'est que la piscine dans laquelle on allait 2 fois par semaine avec maman a fermé. Heureusement, avant qu'on soit tous assignés à domicile, j'ai pu passer mon baptême de plongée sous-marine. Donc quoi? Pour l'avoir vu aller s'échouer quelques fois dans le pédiluve avec son tuba et la grâce d'un lamentin, j'avais remarqué que mon frangin aimait bien sonder les abysses. De là à descendre sous l'océan comme Jacques Mayol, ça fait quand même une petite différence. Voilà encore une métamorphose que je n'ai pas vue venir. Tu te fous de moi, c'est ça? Même pas. Mais pourquoi? Je sais pas, tout est plus calme sous l'eau. Je voulais voir jusqu'où. Ensemble, on aboie en silence. Je vais vous donner un conseil. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec de plus en plus de libraires de Cultura, on est en train de proposer des ateliers d'écriture un peu partout en France, soit numériques, si ce n'est pas encore arrivé près de chez vous, soit en présentiel. On a fait depuis 1 an un travail collectif, vraiment collectif, on en parlera, avec de plus en plus de libraires de Cultura, pour offrir un accompagnement d'écriture pour que chaque être humain qui poussera la porte de nos ateliers écrive son propre livre, sur sa folie, sur son regard, en allant fouiller très 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 loin. Et donc, mon premier conseil d'écriture, c'est lorsque vous travaillez sur ce qui vous semble un sujet, en général, vous confondez l'intrigue et le sujet. C'est-à-dire ce qui se passe. En apparence, vous avez des poèmes. En réalité, il vous dit que si vous laissez parler cette parole qui vient d'au-dessus de vous, vous accédez à la poésie de la vie et à la grandeur de la vie. Ce qui est un sujet absolument prodigieux. Jean-Michel écrit l'histoire d'une fille, mais le sujet est prodigieux. C'est la possibilité que nous avons par les mots de nous ouvrir, de nous décoincer totalement. Gringe, il a l'air de parler de son frère, il a l'air de parler de la folie de son frère, de la sienne, et il propose, il porte un sujet absolument colossal. On peut vivre frontalement, sans aucun... On peut vivre avec le on et le off. On peut vivre sans aucune forme de frein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui portent d'immenses sujets qui vont au-delà de l'apparence de leurs livres. Et dans nos ateliers, on pousse très très loin la recherche du vrai sujet que chaque personne porte. Lorsque vous allez au cinéma, si vous allez voir Le Parrain, vous dites, tiens, c'est un film sur la mafia, les mecs ont des flingues, ils vendent de la drogue, des trucs. Dans la réalité, c'est un chef-d'œuvre sur la famille. Et le point de vue sur le sujet de l'auteur, c'est comme pour le livre d'ailleurs, c'est qu'on n'échappe pas à sa famille.
Et ensuite, vous avez une intrigue qui vous démontre qu'on n'échappe pas à la famille. Je vais vous prendre un exemple. Moi, il y a des années, j'ai publié un livre sur mon père. Ça faisait livre d'Alexandre Jardin sur son papa, Pascal Jardin, ça s'appelle Le Zubial. Pas du tout. C'est un livre sur la possibilité de vivre sans la peur. Parce que mon père vivait sans la peur. Donc il portait un sujet qui allait bien au-delà. Et puis, un deuxième conseil que j'ai fini par comprendre très tardivement. Et tous ces conseils sont dans un petit livre qu'on ne trouve que chez Cultura, qui s'appelle Mes secrets d'écrivain. C'est un livre pour accompagner les ateliers. Retravaillez l'écoulement du temps dans vos personnages. Un être humain, c'est du temps. Nous sommes du temps. On n'existe pas dans un instant. Le temps est immense dans vos poèmes. Il remonte. Le temps se perd à certains moments. Le temps de cette fille, nous sommes du temps. Donc plus vous retravaillerez l'écoulement du temps dans vos personnages et dans vos scènes, plus la vérité profonde de vos personnages deviendra puissante. Jean-Michel, si vous donniez, vous, un conseil aux gens qui vont venir dans nos ateliers et puis aux gens qui nous écoutent et qui sont en train d'écrire, vous leur diriez quoi ? Je leur dirais, alors peut-être que ça ne vous plaira pas parce que j'ai lu votre livre avec grand intérêt. Déjà, écrivez un peu au fil de la plume, et faites apparaître vos personnages, ayez l'inspiration, la vraie inspiration, ce que vous appelez aussi, je crois, le monstre, dans votre livre. Voilà, écrivez ce livre. Le monstre. Le monstre, écrivez ce monstre. Mais le problème des monstres, c'est ne vous jugez pas. Voilà, écrivez le monstre, ne vous jugez pas. Et par contre, le monstre, il va falloir le retravailler. Parce que le monstre, il s'échappe de vous. Donc il faut le rattraper, et puis le cadenasser parfois, et trouver un cadre. Donc je dirais, faites-vous plaisir. Mais sachez un peu où vous allez, peut-être penser aussi à la fin de votre ouvrage. Et est-ce que vous avez des rituels d'écriture ? Oui, bon, enfin, je ne sais pas si ce sont des rituels, mais j'écris le matin, les idées infusent la nuit. Alors c'est un peu gênant parce que j'en deviens insomniaque, parce que comme j'ai beaucoup d'idées la nuit, j'allume la lumière, j'écris sur des petits carnets, j'éteins, je me dis tiens c'est bien, je vais dormir, et puis je me réveille avec une autre idée, donc j'allume à nouveau, donc finalement la nuit est passée, j'ai pas dormi. Mais c'est le matin que j'écris vers 5-6 heures du matin, et avant d'aller au travail. Parce que notre travail, je suis enseignant, donc voilà. Mais j'écris le matin, oui. Et j'ai un rituel du matin, oui. La lecture à voix haute. Ah oui, ça, bien quelle sûr. Place C'est le gueuloir. C'est le gueuloir flaubertien. Oui, Mais vous le faites vraiment ? Oui, je le fais. Je le fais parce que vraiment, pour moi, lire un roman, c'est lire une partition. Et quand j'entends Suleiman ou Gringe parler, on voit bien que ce sont des slameurs, on voit bien qu'ils manient le langage avec brio. Et donc, oui, je lis mes phrases et mes respirations. Je trouve que la phrase est une respiration, il y a la virgule, enfin, tout est important. Et on s'aperçoit quand on change un mot dans une phrase qu'il faut changer. Alors, il ne faut pas chercher les synonymes. Alors, ça, si je dois donner un conseil, ce serait le même conseil que je donnerais à des élèves. Ne cherchez pas un synonyme. Hein, il faut casser la phrase, il faut la fracasser parfois, il faut la recommencer. Il faut recommencer. Ouais. Ne cherchez pas à trouver un mot à la place d'un mot, ça n'existe pas. C'est comme des traductions avec réverso, ça n'existe pas. Il faut refaire la phrase, remettre sur l'ouvrage, 100 fois sur l'ouvrage, et recommencer, et trouver le bon mot, le mot juste. Lorsque vous dites 100 fois sur l'ouvrage, oui. Bleu Silence, à l'origine, a été publié en auto-édition oui. sous le titre Bouche cousue. Oui. Donc c'est un livre qui a été prodigieusement retravaillé. Ah, prodigieusement retravaillé. Dans des proportions incroyables. J'en suis bouche bée, même. De ce que j'ai pu accomplir. Parce qu'en fait, le livre était même un peu plus gros au départ. Ouais. Hein, la bouche cousue était plus gros. Et puis, on l'a un peu affiné. On a essayé de trouver le bon équilibre. Et je crois qu'il faut travailler ces textes. Il faut travailler ces textes jusqu'à les rendre les plus esthétiques possibles. Jusqu'à ce que ce soit publié chez Roman Erol. Chez Erol. Oui, oui. C'est une belle aventure, oui, en effet. Oui. Et Suleiman, vous écrivez comment ? J'écris très peu. Comme mes parents ne savaient pas lire et écrire, ils ont développé une hyperamnésie. Ça fait que j'ai des phrases qui se baladent dans mon esprit, je les laisse se balader. Et après, quand ça déborde, j'écris. Mais je peux rester 6 mois sans écrire une ligne, après m'enfermer pendant 1 mois et faire que ça. Donc vous vous remplissez ? Ouais, je me remplis. Et j'écoute les gens, je prends. Souvent dans les conversations, je prends pas la parole, c'est soit je suis en retrait, j'écoute. Et tout le monde a des fulgurances, quoi. Et moi, mon conseil d'écriture, c'est un peu différent par rapport au roman. Il n'y a pas de personnage, tout ça. Mais je dis en général, c'est souvent des jeunes que j'ai. Et je leur dis, faites comme si l'écriture, elle n'existait pas.
Parce que la phrase, elle va pas naître sur le papier, c'est une phrase qu'on se dit dans sa tête, et ensuite on la note sur le papier pour voir à quoi elle ressemble physiquement, mais elle n'est pas sur le papier, c'est l'écriture, elle naît de l'oralité interne. Et je leur donne comme conseil aussi, je leur dis, vu que tous les mots, ils existent déjà, ça veut dire que le poème que t'as pas encore écrit et que tu vas écrire, il existe déjà, en vrai, dans l'absolu. Après, c'est juste une rencontre. Et il y a un autre conseil que je donne aussi, je dis, cherchez pas à faire du beau. Cherchez juste à être sincère. Si vous êtes sincère, la beauté, elle va vous rejoindre à un moment donné. Parce que si quelqu'un pleure là parmi nous, même si on ne sait pas exactement pourquoi cette personne est triste, si son émotion est sincère, ça va nous gagner à tous. Pareil, si quelqu'un éclate de rire et que l'éclat de rire il est sincère, c'est possible qu'on ait tous un fou rire. Je leur dis de faire confiance à l'émotion et on ne peut pas la juger, l'émotion. Et du coup, ça les libère un peu et après... Et la beauté rejoint. Toujours. Si on est sincère, après elle trouve sa forme, la beauté, mais elle rejoint toujours, quoi. Même si je viens sur scène et que je viens d'écrire mon texte et que je suis sincère et que ma feuille, elle tremble et tout ça, ça peut être de la beauté aussi, cette vulnérabilité-là, quoi. Et dans vos ateliers d'écriture, les gens réagissent comment lorsque vous dites ça? Je sens que ça les libère parce que au début, ils me regardent de la tête aux pieds, genre, qu'est-ce que c'est? Après, je tchatche un peu avec eux, tout ça. Je me présente et je récite un poème. Et ensuite, je leur dis que pour moi, la sonorité des mots et leur sens, c'est aussi important, en fait. Et je leur dis, on va écrire un poème chacun. Et on va faire comme si parmi nous, il y avait un élève ou un ami qui est là et qui parle pas français. Et pour que lui aussi, on puisse partager quelque chose avec lui, on va mettre des rimes multisyllabiques, tout ça, on va mettre des sonorités que lui va choper, même si il comprend pas, il aura quelque chose. Et je donne l'exemple du rap américain. Je suis allé en Afrique, en Europe de l'Est, tout ça, la jeunesse, elle écoute ça, et la plupart du temps, ils sont pas anglophones et ils comprennent pas. Mais tout le travail que font les rappeurs sur les rimes, c'est pour ça que je suis un grand fan de Gringe, quoi. Et je trouve ça hallucinant de pouvoir faire les deux. Parce que pour moi, une chanson ou un poème, c'est la piscine. Après, le roman, c'est l'océan. Et toi, Gaël Faye, je suis fasciné pour ça. Vous arrivez à passer de la piscine à l'océan, quoi, avec la même plume. Et ouais, mes conseils, c'est un peu ça. Je leur dis que c'est simple, en fait, et qu'il faut contourner la difficulté, que par jour, on a 50 000 ou 60 000 pensées, et que les gens qui écrivent des romans, c'est pas des gens qui ont un talent que nous, on n'a pas, c'est juste que les pensées, ils les posent, quoi. Et si on fait tout ça 10 minutes par jour, à la fin de l'année, on a tous un roman. Et Gringe, comment puisqu'il est très optimiste, mais il a raison parce qu'on va voir ce qui se passe dans nos ateliers et on va voir à quel point les gens passent de la piscine à l'océan. Et comment vous C'est le passez? pédiluve, moi, en ce moment. Je suis dans un pédiluve. Je passe du pédiluve à un bidet. Ouais. Alors, je suis tari, mais il en parle vachement bien, mais je le rejoins sur pas mal de choses qu'il dit, et je ressens un peu la même chose, quoi. Et c'est vrai que cette oralité qu'on a en soi, qu'on a essayé de la retranscrire sans tricher, mais c'est une gymnastique, je pense qu'il faut faire, en fait. C'est mon seul conseil d'écriture, c'est de faire, quoi. C'est d'écrire, mais et d'essayer je pense qu'à force de faire, on se libère de tout ce qui est parasite, quoi. Et il faut essayer de trouver une espèce de porte d'entrée, trouver des portes d'entrée pour essayer d'être dans la transposition d'une pensée au plus proche, quoi. Et comment avez-vous écrit à quatre mains avec un frère? En le soudoyant, voilà, c'est grâce au Dika du début. Non, mais il a fallu que je le rassure énormément, mais que je le travaille au corps. Et Thibaut, il a des, c'est quelqu'un, il est fulgurant, quoi, dans l'écriture beaucoup plus que moi, dans sa culture. Sa culture cinématographique, littéraire, il est beaucoup plus précis que moi. Il est c'est beaucoup plus riche de son côté, mais il a un rapport à l'écriture tellement particulier, tellement douloureux parfois, qu'il dose, quoi. Et donc là, je voulais partir, moi, de textes qu'il avait déjà écrits sur l'hôpital psychiatrique, que je trouvais cynique, infiniment drôle et pertinent. Mais c'est des textes qui ont 15 ans, et pour lui, c'était pas possible
de partager des choses qu'il avait écrites à 20 ans ou à 25 ans. Il me disait que c'était daté, obsolète, et puis dans le style, quoi. Il me disait, moi, j'écris plus pareil aujourd'hui, ça me fait chier que tu partages ça. J'ai dit, mais non, tu vas voir, enfin, c'est génial. Et à partir de ça, moi, je vais pouvoir rebondir et développer une ou des réflexions. Et de temps en temps, il m'accompagnait, je lui demandais de m'envoyer un texto pour commenter un fragment que je venais d'écrire. Mais il fallait que je le rassure en permanence. Donc dès que j'avais fini un fragment dont j'étais à peu près sûr, corrigé par mon éditrice, je lui envoyais. Et c'était encore une façon de le séduire ou de l'amadouer ou de le rassurer, quoi. Et comment vous, pour votre partie d'écriture, comment on fait pour écrire sans rien se refuser? Parce que c'est vraiment la sensation qu'on a. Ouais, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais avec mon pote déjà dans la musique depuis le début. C'est qu'on se met pas trop, on n'a pas trop de filtres. Et ce qui nous intéresse de faire. Mais les gens qui ont des filtres, comment Ouais, je m'en suis mis plein. Moi, je me suis mis plein de barricades au début. C'est pour ça que pendant 10 ans, j'ai écrit des morceaux, j'ai fait du rap, mais j'enregistrais jamais rien. Je me sentais pas légitime, ou je me disais, mais qui ça va intéresser? Puis, est-ce que moi, je me trouvais toujours en surface des choses, quoi. Je me trouvais jamais pertinent. Mais encore une fois, comment on fait? On fait en faisant, quoi, en se foirant, en recommençant. Et l'entourage aussi, je pense que ça aide beaucoup. Moi, c'est de la bienveillance dont j'ai besoin. Que ce soit au ciné, quand j'ai la chance de tourner pour le ciné, ou dans mes rencontres. Là, ma maison d'édition, les éditrices, c'est des nanas qui sont hyper... qui me couvent et en même temps qui sont hyper à l'écoute de mes désirs. Et dans le rap, j'ai appris, moi, à déconstruire et à me faire confiance. Mais à force de me confronter, de me foirer, de me confronter au regard des gens. Et donc, quel conseil vous auriez envie de partager avec les gens qui nous... Celui de faire. Faire. Ouais, celui de faire et d'être sincère avec soi-même. Être sincère avec soi, quoi. Et de faire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la poésie trouve son chemin, ou la vérité trouve un chemin, quoi. Il y a à travers vos 3 livres une question que je me suis posée. Vous vivez en acceptant d'introduire dans votre existence une forte dose de poésie. C'est-à-dire que quand on vous lit, on accède à l'essentiel de la vie, à ce qui est caché, à ce qui n'est pas forcément visible. Tous vos ancêtres, on ne les voit pas. Pourtant, on y accède. La possibilité d'une vie sans aucun filtre avec votre frère, d'aller dire ce qu'il ne veut pas forcément dire, tout ça se fait par le filtre de la poésie. Comment vous vivez dans une époque qui est coupée de la poésie? Parce que vous êtes des zombies. Je veux dire, vous êtes anormalement vivant dans une époque qui a beaucoup de mal. Comment vous vous sentez? Comment vous faites pour vivre en état de poésie dans un monde qui a du mal à l'être? Pour moi, la poésie, c'est la vie. Nous, on pioche dans la vie ce qu'on reconnaît de poétique, mais c'est la poésie, c'est la vie qui est la poésie. Pour moi, je la vois partout, bien sûr. Partout. Dans tous mes échanges, il n'y a jamais eu un interlocuteur où à la fin de la conversation, je ne suis pas reparti avec soit un lexique intéressant, ou une tournure de phrase, ou un timbre de voix. Pour moi, la poésie, c'est même là-dedans que je pioche, plus que dans les livres. Pour moi, la poésie, c'est toutes les rencontres. Il y a de la poésie chez les gens, chez tout le monde. Tout le monde a été une goutte d'eau, maintenant c'est un être humain d'1m80. Moi, ça me fascine, les pleines lunes, tout ça. On ne peut pas banaliser ces miracles-là pour moi. Et pour moi, la poésie, elle est tout le temps là. En fait, vous acceptez de la voir partout. Mais pour moi, elle est partout. On est dedans. Faites comment? Moi, je suis moins poète que Suleiman. Et moi, de toute façon, je suis un espèce de pessimiste bousillé, hyper anxieux. Et moi, c'est des respirations. Mais j'entends ce qu'il dit. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais moi, pour moi, l'époque est lourde. Et depuis quelques années, ça s'accentue. Les énergies qui circulent. Je sens que il y a un truc qui m'oppresse terriblement, qui fait que j'étais déjà casanier, mais que je suis devenu un misanthrope dernier degré. Je suis chez moi, enfin, je me terre, je sors de moins en moins, et que l'écriture ou transcender ça, en tout cas, l'ennui ou ces angoisses existentielles ou ces petits bobos du quotidien par l'écriture ou par l'art, c'est des respirations. Moi, c'est ce qui fait que je respire encore un peu, quoi.
Encore un peu. Encore un peu. Et vous respirez encore un peu ou J'ai- carrément? J'essaie d'être entre les deux, entre le pédiluve et l'émerveillement du monde. Je suis en train de penser à un film, on parlait de cinéma, Le Cercle des poètes disparus. Que le prodigieux spectacle continue et que tu puisses y apporter ta rime. Voilà. C'est ce que disait ce formidable professeur, M. Keating. Et Suleiman, il voit la beauté partout dans le monde et c'est extraordinaire. Alors, je ne la vois pas toujours partout. Je suis un peu entre les deux. Et je trouve qu'on vit une époque, justement, par un film qui n'est pas très formidable. Avec des mots coupants. Avec des mots tranchants, des mots poignards. Et je trouve que, justement, vous posiez la question pourquoi on écrit de la poésie. Justement, pour essayer que ce monde soit un peu moins rude, on écrit de la poésie parce qu'il y a une urgence, en fait. En fait, juste l'émerveillement dont je parle, c'est pas une vision bisounours du monde, mais c'est un peu se dire qu'il pleuvra jamais au-dessus des nuages, quoi. Et si on dézoome assez, la poésie, on peut la voir partout, mais sinon, le monde actuel, il y a plein de choses qui sont loin d'être poétiques, mais juste reculer un peu pour voir de l'ensemble. C'est un effort, mais c'est en ça moi, que je trouve ça admirable, tu vois. Parce que cet effort-là, moi, je vais à la facilité. Tu vois. Moi, c'est mon je me éducation. complais dans la noirceur. Avec lui, il voit qu'il ne pleut pas au-dessus des Mais nuages. c'est magnifique. Mais en même temps, c'est quelqu'un de sage. Suleiman, ça se voit, ça s'entend. C'est plus Et mes c'est- parents. Moi, je fais que répéter des trucs qu'on Ouais, mais il y a un m'a truc, une assénés. discipline tu vois, j'ai pas la fin de ma phrase. C'est pas le même, Je l'ai entendu. Mais t'as capté. Enfin, Je l'ai entendu. Je n'ai pas la fin de ma phrase. Donc, on va en profiter pour lancer le défi d'écriture. Alors, ce matin, je me suis tourné vers vous. Vous avez accepté de venir. Vous étiez 5. On a fait un exercice ensemble. Je vous ai demandé ce matin de trouver le vrai sujet que vous alliez traiter à travers cette intrigue. C'était votre vrai point de vue. Et à mon grand éblouissement, vraiment éblouissement, vous avez trouvé toutes des grands sujets qui vous habitaient. Pas un sujet ne ressemblait au sujet de la voisine. On va le découvrir. On y va. Bonjour. Bonjour. On va faire ce matin ce qu'on appelle un défi littéraire qui correspond à l'esprit de nos ateliers. Je vais vous donner une intrigue. Et puis on va travailler ensemble pour voir si derrière cette intrigue, vous avez envie ou pas de traiter un vrai sujet profond à travers cette intrigue avec votre point de vue. Un des objectifs de nos ateliers, c'est que chacun dépasse l'intrigue apparente pour écrire sur un vrai grand sujet qui lui bouffe le ventre avec son point de vue. Le thème, ça va être « Et soudain, j'ai arrêté de juger les autres ». Ce serait plutôt quel type de sujet? Plutôt... La recherche de soi. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous écririez sur la possibilité de la recherche de soi ou l'impossibilité de la recherche de soi? La possibilité. Sur la possibilité. Et c'est plutôt un désir ou une peur? Une peur. Oui, vous n'avez pas écrit la même chose. Ouais. Si je me mets à la place de la personne qui est jugée, comment donner mon point de vue à moi? Eh bien, votre vrai point de vue à vous, c'est qu'on peut être dans la position de l'autre. D'accord. Donc, je serai dans la position de Oui. l'autre, et sachant que ce n'est pas mon point de vue. Oui, mais votre point de vue, c'est qu'on peut être dans une histoire, on peut la voir du point de vue de l'autre. Ok, d'accord. Mais c'est un point de vue très fort. Le vrai défi, c'est trouver une intrigue qui va servir votre sujet et votre point de vue. Est-ce que, après l'épreuve de la copie, c'est le moment où on y va, quoi, est-ce que vous avez eu le sentiment de traiter vraiment votre grand sujet à travers l'intrigue que vous aviez trouvée? Alors oui, et je Vous y dois êtes dire arrivé. que je m'y attendais pas. C'est-à-dire que, en effet, déjà, je vous remercie pour le travail qu'on a fait ensemble ce matin. C'était vraiment très éclairant, distinguer le thème, le sujet, l'intrigue, etc. Ça nous a permis vraiment, je pense, à toutes d'y voir plus clair. Et là-dessus, y mettre toute notre sincérité, y mettre ce que l'on a au plus profond de nous. Finalement, ça s'est avéré assez facile grâce à l'accompagnement qu'on a eu à travers nos échanges. Et du coup, en effet, moi, mon vrai sujet, suite à cette histoire de jugement, c'était la bienveillance, cette foutue bienveillance dont on parlait tout à l'heure, dont on a
je pense, vraiment besoin. Et c'est vrai que j'ai senti à quel point j'avais besoin qu'elle émerge, ne serait-ce que dans le travail d'écriture, dans les 3/4 d'heure qu'on a passé à écrire. Ça m'a permis de faire émerger cette certitude que j'ai en moi que pour vivre face à la violence du monde actuel, j'ai besoin de cultiver ma bienveillance. Vous aviez un tout autre point de vue qu'un point de vue politiquement correct Oui. sur votre sujet. Est-ce que vous êtes parvenu à l'assumer Oui, en écrivant? tout à fait. Et Ou vous aussi, êtes à ma senti grande coupable? surprise. Non, pas coupable. C'est un peu controverse, bien sûr. Je suis partie sur un sentiment de liberté, d'avoir le droit de, malgré le politiquement correct. D'avoir le droit de juger. Le droit de juger. Et comme quoi c'est une liberté. C'est une liberté de penser, d'assumer ses sentiments. Et moi, ce qui m'a beaucoup ému, vraiment, c'est que vous l'avez assumé frontalement. C'est-à-dire, Oui. or, pour moi, un grand texte, c'est toujours la rencontre avec la folie de quelqu'un. Oui. C'est-à-dire- Alors là, on y est. c'est-à-dire que- quelqu'un qui y va, pied au plancher et qui, sabre au clair, qui y va. Et j'ai été très ému que vous vous donniez cette liberté. Merci. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'oser y aller ou vous avez appuyé sur la pédale de frein? Alors, comme moi, j'ai choisi l'auto-jugement, c'était plutôt la pédale de frein. Je me suis dit, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu... Voilà. Et finalement, je suis partie de l'émotion, en fait. L'émotion que je ressentais face à la feuille blanche, elle était intense. Et petit à petit, les mots m'ont permis de dépasser l'émotion. Voilà. Est-ce que vous accepteriez de lire un extrait très court qui nous montre comment vous avez répondu? Oui, je veux bien. À ce même moment, nous nous sommes regardés un long moment, les larmes dans les yeux, un sourire au coin des lèvres. Soudain, nous nous sommes arrêtés de juger. À ce moment-là, mon pote a juste tenté de protéger ses enfants. De mon côté, j'ai tenté de fermer la conversation, comme un feu qu'on étouffe. Et le gars s'est essoufflé finalement. Tout est retombé. Ah, le sale type, le pervers, Et puis tout à coup, j'ai arrêté de juger. Essayer de transformer la violence de cet échange en un apprentissage. On ne s'arrête jamais de juger, peut-être même qu'on juge comme on respire, sans y penser. L'instant d'après, on est rattrapé par la bienveillance, cette foutue bienveillance, mélange informe de morale grasse et de sucre collant. Mais vous savez quoi, je l'aime bien finalement, cette bienveillance et l'injonction qui va avec. Merci. Alors, il y avait un pari dans les ateliers que nous avons lancé et qui fonctionne, auquel vous pouvez vous inscrire en ce moment. Ce pari, c'était d'essayer de faire en sorte que les libraires engagés dans cette aventure allaient travailler au corps les participants pour faire émerger le grand sujet que l'on porte en soi, le grand sujet que l'on se murmure mais qu'on n'est pas forcément prêt à écouter. La grande dimension qui est cachée derrière une intrigue. Et je me tourne vers Philippe, qui a démarré des ateliers. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens vont jusqu'à ce niveau de vérité? Est-ce qu'ils assument leur point de vue drastiquement, comme on vient de le voir ce matin, ou est-ce que j'ai eu de la chance? Tu n'as pas eu de chance, ils assument. Au début, c'est compliqué, mais on les pousse. Vraiment, c'est une forme d'accouchement. Parfois dans la douleur, parfois dans les cris, parfois dans la joie aussi. Et c'est magnifique. On a fait un pari, on a réussi, on voit que ça marche. On peut montrer la vérité profonde des gens à travers des textes. Et c'est là tout l'objectif qu'on s'est fixé. Donc les gens parviennent à s'approcher d'un livre qui leur ressemble. Tout à fait. Et ce qui était notre rêve initial, et en ce moment on est en train de le vivre, c'est un moment assez euphorique, parce qu'aux quatre coins de la France, on voit des gens qui montent en qualité, parce qu'ils s'approchent d'eux-mêmes. Ils s'approchent d'eux-mêmes, comme ce qui vous est arrivé ce matin. Ils courent le risque d'être eux, parfois en étant absolument politiquement incorrects. Et on essaye de transmettre une valeur très importante. La littérature, c'est pas fait pour être morale. C'est fait pour être l'expression de la vérité, de la psyché humaine. Quand vous lisez Les Liaisons dangereuses, c'est quand même l'histoire de deux pervers. Mais c'est un texte immense. Donc, si on a ça au fond de soi,
on va le chercher. Si on a autre chose, si on a de la beauté, et si on a de la poésie, eh bien, on va chercher la poésie. Comme à chaque émission, on a un moment de grâce que j'adore. On demande à un libraire de Cultura qui s'appelle Yvan, la minute d'Yvan. Et il va nous éclairer, nous initier à une subtilité de la langue française. C'est un fou furieux. Bonjour à tous. Employer le mot juste dans son sens exact, c'est la moindre des choses pour les auteurs, écrivains, poètes, rappeurs, slameurs. Et en cela, il est indispensable de consulter souvent un bon dictionnaire de langue. Aujourd'hui, par exemple, une toute jeune poétesse me pose la question suivante. Quel substantif correspond à l'adjectif tendre? Tendresse ou tendreté? Et il est vrai que la question se pose parce que les deux existent. La tendresse, elle a été chantée par Jacques Brel, Bourvil, Daniel Guichard, tandis qu'il n'y a que votre boucher, monsieur Raymond, pour vanter la tendreté. Pourquoi? Eh bien, un dictionnaire comme le Robert l'explique, la tendresse, c'est, je cite, le sentiment tendre pour quelqu'un, alors que la tendreté, c'est le caractère d'une viande tendre. Donc, si vous me parlez de la tendresse de votre fiancé, c'est que vous avez bien de la chance. Si vous me parlez de sa tendreté, c'est que vous êtes cannibale. Mais ça, c'est une affaire de goût. Au revoir, écrivez bien. On revient à nos poètes. À nos poètes dont je rappelle les 3 titres. Sincèrement, il faut lire ça. C'est un honneur d'être le contemporain de ces 3 auteurs. C'est vraiment un honneur. Donc, il faut vraiment lire Habitant de nulle part, originaire de partout, de Souleymane. J'allais dire collection dirigée par Alain Mabankou, parce que j'adore. Chez Point, parce que je suis fanatique de Mabankou. Vous avez une actualité? Je joue mon spectacle que j'ai appelé One Poet Show et qui est inspiré de mes poèmes. J'ai mis une mise en scène, je suis aussi jongleur. Du coup, c'est un show autour de mes poèmes. Et la prochaine fois, c'est où et quand? La prochaine fois, c'est le 10 décembre à Bassins, en région bordelaise. Allez-y. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Si je ne suis pas dans les bras de ma fiancée en Ontario, je serai là. D'accord. Voilà. Je ne sais pas, ça sera entre ses bras et vous. Gringe, qu'est-ce que vous avez comme actualité? Je rappelle, ensemble, on aboie en silence, chez HarperCollins Poche. Votre actualité en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de trafiquer? Qu'est-ce que je suis en train de trafiquer? Des choses pas claires, comme d'habitude. J'ai joué dans une petite série qui est sur Canal, qui s'appelle VTC. Mes actualités futures, c'est de l'écriture toujours. J'ai envie de refaire de la musique et entamer l'écriture d'un 2e bouquin et de faire coïncider les deux. Je sais pas trop encore comment, mais j'ai envie de m'amuser à faire ça. Voilà, avec un peu de cinéma et des courts-métrages à la rentrée. Non. Et vous, Jean-Michel Ledoy, Bleu Silence, chez Erol. C'est impossible de ne pas lire ça. Voilà, je suis clair. Quelle est votre actualité à vous là? J'écris beaucoup, j'écris plusieurs choses en ce moment. Je suis en train de réécrire un roman que j'avais publié en auto-édition qui s'appelait Itinéraire d'un enfant précoce. Voilà, parce que j'enseigne auprès d'enfants précoces depuis une 20aine d'années. Et donc, j'essaie de réécrire un nouveau roman plus dans la veine de Bleu Silence, avec une écriture plus poétique, parce que le roman que j'avais écrit il y a une dizaine d'années, je le trouve un peu plus daté. Et puis, j'écris aussi des dialogues entre un psy et enfin, pas mal de choses. Je suis dans l'écriture tout le temps. Eh bien, merci. Et chose promis, chose due. On va voir maintenant un moment offert par Logan et par Souleymane, que j'attends depuis le début. Voilà, un moment de grâce. Si toi aussi ton arbre généalogique est un eucalyptus arc-en-ciel, si toi aussi tu connais la magie du mélange des matières que seul l'art t'enseigne, si toi aussi tu as déjà entendu parler de la légende du déluge et de la grande arche ancienne, alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau.
aussi tu songes que la paix se prépare là-bas, bien en amont dans les poèmes d'amour. Si t'es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde dans un véritable acte de bravoure. Car la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs et que cette sève-là se savoure. Alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si toi aussi dans le silence de la cité tu sollicites les étoiles pour qu'elles te situent, quelque part entre la fibre de ton âme et la teinte du tissu dont elle est issue, en relevant les empreintes digitales de l'histoire, en recherchant des gens qui te ressemblent dessus, alors souviens-toi que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient un duo. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leurs droits jusqu'à l'aube. Mais dis-leur que la paix guérit et la guerre périt, quand la plus belle âme des deux ennemis pardonne à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, demain il sera des nôtres. Dehors, ceux qui se nourrissent de l'éclat de l'or essaient de faire peur aux pauvres. Il fait sombre dans les songes que l'orateur Peul colore, mais il paraît que l'heure la plus noire de la nuit précède de peu l'aurore. Les soleils nomades de l'espoir réapparaissent alors dans les cieux comme des fresques immenses. Si quelqu'un te blesse avec les phrases qu'il lance, pense l'appeler en la plongeant dans un de tes vrais silences. C'est ta noblesse d'âme qui t'honore. Ensuite reprends la parole comme une torche qui se rallume au cœur de l'obscurité sonore. Et dis-lui, je te demande pardon. Parlons et repartons. D'après les anciens, quand le chemin n'existe pas, c'est en marchant qu'on crée le chemin. Et quand le schéma émotionnel est juste, pour le poète, c'est l'alchimie. Dis-lui que la vie est une histoire à la fois étrange et charmante. Chaque jour, ce sont des charbons ardents que j'arpente. Dans les jardins du chagrin de chacun, avec ses maisons sans murs et sans charpente. Dis-lui que des gens dorment dehors à la laie d'étoiles, jeunes et vieux en danger, les yeux rouges et les dents jaunes, certains les jambes mauves, la peau froissée par le froid, des gens pauvres, des sosies sociaux, des genres d'ombre, perdus dans des légendes mortes, tandis que la nuit traduit la misère moderne et son jargon. Je te demande pardon, mais ce droit chemin-là n'est peut-être pas le bon. Y a trop de cordes qui pendent au balcon, trop de colère qui court les rues avec des pleines lunes dans le dos. Par pitié, ma sœur, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Et regarde bien, regarde bien. Les âmes errantes n'ont pas semé leurs anges gardiens. L'espoir et la lutte sont des fleurs du destin qui peuvent perdre leurs pétales fins, mais pas leur parfum. Et si toi aussi c'est à la planète Terre que t'appartiens, je te demande pardon. Parlons et repartons. Personne n'est là par hasard. À 16 ans, je me suis jeté dans le vide, un micro à la main. Et j'ai atterri sur scène devant vous, quelques milliers de lendemains plus loin. La voix pleine de sourires et pleine de larmes. Sincère comme ce père noir qui repart en pleurs d'un parloir. J'ai eu la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'art oratoire. Les douleurs perdent de leur lourdeur lorsqu'on les partage. Même si la plupart d'entre elles ne partent pas, quand on s'écoute, on s'entraide. Les soirées poésie, c'est regarder des êtres humains qui essaient de battre des ailes. Dès le départ, l'auditoire prépare nos victoires. Prendre le temps d'écrire pour le meilleur et pour le dire par les temps qui courent, c'est prendre part à notre histoire. Eyo Wandiya Koyo, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, Wandiya Koyo. Duaja bijene babio, jo wonilau. Kondiam jam nyandara jangol jemma jangine kampullo jalia jo wonilau. Et s'il te demande qui je suis, réponds-leur que tu ne sais pas. Mais s'ils insistent, dis-leur que je suis Suleiman Diamankadi Douadja Bijaneba, fils de Boubacar Diamankadi Kantalombi,
Petit-fils de Makali Diamanka dit Mamadou Teneng, arrière-petit-fils de Demba Diamanka dit Lengel Nyama, etc., 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 etc. Merci beaucoup.